Investir en 2025, telle est la question que l'on se pose aujourd'hui dans Proprio à tout prix avec 4 experts. Alexandre, tu restais avec nous. Tu es quand même la personne à suivre sur l'investissement en France. Hein. Tu sais de quoi tu parles. On sait de quoi on parle. Parce qu'on prend ensemble tous les critères qui sont importants. Et 2025, ça va être une belle année. Et il faut vraiment investir en 2025 pour ceux qui ont loupé le train de 2024. Bon, alors une petite nouvelle pour cette deuxième partie. Manon, qui nous vient de Tours. Bonjour. Experte au demeurant. Alors, je te pose la question tout de suite. Les 3 villes où investir dans ta région. Ouais. Alors, je dirais Tours Centre, donc tout ce qui est quartier, Velpo, Prébande, là vous êtes vraiment dans l'hypercentre, avec des prix au mètre carré entre 3 400 3 600 euros au mètre carré. Des bons rendements? Oui. Des bons rendements, rendements. Troisième, deuxième? Pour moi, ça fait vraiment partie. Alors, c'est plusieurs quartiers, donc c'est vraiment du Tours centre. D'accord. Donc toi, tu restes sur Tours. Marie est avec nous. Alors, bien évidemment, c'est la rigueur, c'est la pertinence, c'est le souci du détail. Est-ce qu'investir en 2025, pour toi, Marie, c'est un bon plan? C'est un bon plan. Et moi, je dirais les 3 villes, donc Lyon, Saint-Étienne et Villefranche. Et Villefranche, on verra tout à l'heure. Il y a des petites choses où on n'est pas tout à fait d'accord. Et Lucas, alors, donc Lucas, la Drôme, une région assez méconnue finalement, mais avec des villes comme Romans-sur-Isère. Est-ce qu'il fait bon investir dans la Drôme? Alors oui, il fait plutôt bon investir parce que les prix sont assez bas. On est quand même sur du 2000 à 2500 euros le mètre carré. Et puis tu as la gare de Valence-TGV qui est là depuis maintenant bien 15-20 ans, qui, en fait, on est un peu le centre névralgique de la France. On est à 2 heures de Paris, on a 1 heure de Marseille. D'accord. Moi, je l'aime, ma région. Le centre névralgique, quand même. C'est ça, tu peux aller un petit peu de partout, en fait. Ouais. Donc, toutes les villes, on va dire, les villages plutôt, hein. Montéléger, Chabeuil, Châteauneuf, ou Romans-sur-Isère, qui est un peu plus grand, mais où les prix sont très bas. C'est très intéressant d'investir. Les prix très bas, c'est-à-dire qu'on est aux moins de 2000 euros le mètre carré. Hein. Ouais, 2000, 2200, c'est ça. Même parfois 1700, quand je vois par rapport au prix sur Paris ou sur Lyon, effectivement, c'est des prix très bas et qui ne vont faire qu'augmenter puisqu'on a cette gare Valence-TGV, donc il y a de plus en plus d'investisseurs qui investissent autour de cette gare. Bon, alors dans cette deuxième partie, nous allons étudier les pièges à éviter, les bons conseils, les profils d'investissement. Alexandre, j'aimerais que tu nous donnes les 3 conseils pour quelqu'un qui va commencer à investir, c'est-à-dire le jeune couple qui a sa résidence principale et qui se dit, tiens, pourquoi ne pas investir pour ma retraite, par exemple ? Premier point, c'est avoir des économies résiduelles. Pourquoi ? Parce que l'immobilier, c'est comme tout investissement, ça peut comporter des risques. Notamment quand on débute, on ne va pas savoir tout de suite voir les problématiques. Donc, premier conseil, c'est ça. Deuxième conseil, c'est de faire un point général de la situation. Finances, fiscalité, objectifs à atteindre, etc. Ça, c'est important. D'accord. Et le troisième élément, c'est se dégager le temps nécessaire pour bien faire les choses. Ouais. Ah oui, c'est ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, investir dans l'immobilier, c'est facile », sauf que la problématique, c'est que ça prend du temps. Bon, alors investir en 2025, pourquoi ça serait mieux qu'en 2024, Manon ? Je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet avec tout ce qui est énergétique. 2025, viser des biens en F, en G, permet d'avoir des biens forcément diminués. Avec une décote ? Exactement. Ouais. Vous prenez l'enveloppe globale auprès de la banque pour vraiment inclure toute la partie travaux. Voilà. De là, vous faites votre calcul. Justement, Manon, là tu fais une transition toute trouvée, puisque en fait, Alexandre Augusto a été interviewé une banquière, une conseillère bancaire, pour nous donner toutes les bonnes astuces et les bons tuyaux pour préparer un bon dossier d'investissement. Regardez. Solène, quelles sont les règles pour obtenir un prêt immobilier dans le cadre de son investissement locatif? Les établissements bancaires utilisent une note sur les clients. Donc, vous avez un comportement bancaire qui est évalué au fur et à mesure des mois, des semaines, etc. Donc, il est très important d'être rigoureux dans la gestion de vos comptes. Éviter les jeux d'argent, éviter les dépassements de découvert, etc. On sera très vigilant sur le scoring. Les banques suivent des critères précis en termes d'octroi de financement, notamment la règle des 35% d'endettement. On parle aujourd'hui de taux d'effort. Pour vous donner un exemple précis, sur un salaire de 2 000 euros, ça correspond à peu près à 700 euros de mensualité de crédit. Donc on ne pourra pas dépasser cette somme-là pour éviter de vous endetter plus. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui est bloqué par son taux d'endettement ? Alors, la banque peut vous conseiller de vous orienter vers la création d'une société civile immobilière si vous êtes bloqué à titre personnel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le calcul du taux d'endettement est différent au niveau de la SCI et cela va vous permettre de continuer vos investissements immobiliers.
effectivement, les conseils de cette banquière, j'ai retenu les jeux d'argent, les comptes un peu atypiques ou en dents de scie, c'est pas terrible, hein, on est d'accord. Tout ce qui n'est pas sécurisé, la banque n'aime pas. Par contre, je vais juste dire un truc qui est important, parce que pour les gens qui écoutent, c'est le passage en société permet effectivement de dépasser 35%. Par contre, attention, il faut absolument être à l'IS, c'est-à-dire à l'impôt sur les sociétés. Si on est à l'impôt sur les revenus, on reste en transparence fiscale. Et donc là, on reste avec les normes du HCSF, le Haut Conseil de stabilité financière. Et là, on reste sur ces normes de 35% de taux d'endettement. Bon, alors moi ce qui m'intéresse, c'est nos téléspectateurs. Est-ce qu'en 2025, c'est simple d'investir? Est-ce qu'il y a des aides? Est-ce qu'il y a des dispositifs qui permettent aux gens qui n'ont pas l'expérience d'Alexandre ou de vous-même de faire un investissement pas risqué? Lucas, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à quelqu'un qui est novice? Alors, quelqu'un qui est novice, déjà, de bien se renseigner à sa banque. Voilà, de bien faire attention, hein, il y a pas mal de pièges à éviter. Par exemple, déjà, bien faire tous les calculs, bien penser qu'il n'y a pas que le prix. Alors moi, ça m'intéresse. Comment je sais si ma ville, il fait bon y investir? Manon, par exemple. Moi, je pense qu'il faut voir un peu l'attractivité, tester l'attractivité de la ville. Ça veut dire quoi, tester l'attractivité précisément? Ça veut dire concrètement poster une annonce, voir un peu comment ça mord, soit sur de la location courte durée, soit sur de la location bail meublé. Donc là, on parle d'investissement locatif, pas patrimonial. Est-ce qu'on peut faire la différence entre les deux, Alexandre? Oui, on peut faire la différence entre les deux, mais la règle générale, de toute façon, pour investir, c'est qu'il faut toujours acheter en dessous du prix au mètre carré de sa zone. C'est-à-dire qu'il faut tout de suite que l'investissement qu'on porte, il soit liquide. Oui. Non, mais d'accord, mais Alexandre... Il soit liquide, j'explique. Oui, mais comment tu fais pour acheter au-dessous du prix du marché? Les vendeurs ne sont pas idiots. Alors, ils ne sont pas idiots, mais par contre, tu vas jouer sur des éléments. On parlait du DPE, le DPE permet de décoter les biens, on va parler de normes électriques, on va parler de plein de choses, des travaux, etc., qui vont permettre... Par contre, là où je mesure, et il faut faire très attention, c'est sur les travaux. Les travaux, ça a un coût. Donc, il faut faire attention à aller sur des zones où il y a une valeur foncière qui est importante, parce que si tu vas sur une zone à 500 € du mètre carré et que tu as 1000 € de travaux... Ouais, mais alors, attention, parce qu'on a Alison qui est avec nous. Bonjour Alison, comment vas-tu? Extrêmement bien, en plus. Alors, avec cette émission, elle est l'investisseuse des réseaux sociaux. Là, c'est ton émission. Qu'est-ce que tu conseilles aux investisseurs en 2025? Quelle est la différence avec 2024 pour toi? Alors déjà, tout à l'heure, on posait la question, quelle est la différence d'investir en 2025 par rapport à 2024? Pourquoi c'est mieux? Alors moi, je ne pense pas que ce soit mieux. Moi, je pense qu'il valait mieux investir en 2024, mais je pense que 2025 est mieux que 2026. Donc en fait, il faut... Non, mais vraiment, c'est vraiment ça. C'est une bonne ça, je le pense sérieusement. voir. Et maintenant, je voulais rebondir aussi sur quelque chose que Alexandre a dit tout à l'heure. Comment on fait pour connaître? Parce que c'est vrai que quand on ne connaît rien à l'investissement immobilier, on se dit... C'est hyper compliqué, on se dit attends, il faut que je connaisse le prix au mètre carré, les travaux, comment je vais faire et est-ce que la zone là elle est bien, enfin c'est hyper compliqué. Mais par contre, moi je ne conseillerais pas trop d'aller voir sa banque parce qu'en fait le banquier en général il n'est pas investisseur. Ça veut dire qu'il va regarder les chiffres mais il ne va pas connaître concrètement qu'est-ce qui se passe derrière, comment ça se passe. Donc pour moi le meilleur conseil que je puisse donner c'est, et ça je le donne dans tous les domaines de la vie, c'est de se référer à des personnes qui sont déjà là où vous avez envie d'aller. Ça veut dire que si vous voulez des conseils en investissement, demandez-les à des gens qui sont investisseurs. Bon, on le dit, hein, effectivement, pour tester sa ville, le banquier, effectivement, c'est peut-être pas la première personne à aller voir, mais quand même, au final, si on n'a pas l'argent, on n'investit pas. Marie? Moi, je trouve une chose importante, c'est le secteur. Parce que si on a un taux de vacances locatives faible, c'est intéressant d'investir. Taux de vacances locatives, attention, c'est quoi un taux de vacances locatives? C'est la période de non-occupation du voilà. bien. Alors, c'est quoi un beau taux de vacances locatives? Sur Villefranche, on est à moins de 2%. 2%. C'est-à-dire qu'en fait, 2% du temps, le bien n'est pas loué. Donc on a vraiment... C'est ça les chiffres français Alors non, c'est pas les chiffres de la France. Aujourd'hui, c'est très dur de le mesurer parce que ça va dépendre de l'exploitation qu'on fait. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait du meublé pour une cible étudiante, est-ce qu'on fait pour du nu avec une famille, etc. Donc c'est très très dur à évaluer. Par contre, un élément qui est quand même très important, c'est cette vacance locative. Il faut faire attention à quel moment elle peut tomber. Je donne un exemple. Tu fais un logement étudiant, ton étudiant, sa fin d'année scolaire, elle tombe en janvier. Et
ben là, tu vas avoir une longue période de vacances locatives. C'est quoi ces études là qui se terminent en janvier? Parce qu'après, non, mais t'en as qui partent à l'étranger faire des stages, etc. Ah oui, c'est ça, d'accord. Donc, faut évaluer, entre guillemets, quelles sont presque un peu les études de ton étudiant. Donc, faut faire attention quand même. D'accord. C'est des petits tips quand même à Bon, avoir. j'ai envie Faut qu'on bien écoute André, Lucas, investisseur au demeurant. Il nous donne quelques bons conseils. Hein. Oui, tu as c'est été ça, le voir? C'est ça, tous les points à éviter, les points principaux aussi à retenir. Les pièges selon André, on regarde. Je suis constructeur, lotisseur, marchand de biens, agent immobilier et investisseur depuis 20 ans. Il faut investir en 2025 parce que la crise, les nouvelles règles et l'instabilité du marché actuel sont source d'opportunités. Malgré les conjonctures, les vendeurs ne veulent pas trop bouger leur prix de vente. Il ne faut pas hésiter à dialoguer, négocier encore et encore. À partir du moment où on comprend les motivations du vendeur, on peut aboutir à des accords intéressants. Il y a bien sûr des pièges à éviter. Acheter un bien juste parce qu'il nous plaît sans avoir analysé ni le marché, ni la cible en termes de revente ou de location. Ne pas prendre en compte l'ensemble des coûts liés à un investissement qui soit locatif ou achat-revente. Ne pas maîtriser la relation avec la banque et présenter des dossiers mal ficelés. S'arrêter sur les prix affichés sur les portails d'annonces. Et enfin, il ne faut pas s'oublier. Il faut prendre soin de notre mental et ne pas avoir peur de l'échec. Et voilà. Alors là, pas mal de conseils. Hein. Il a été très rapide et très efficace, Lucas. Ce gars doit faire de belles affaires. Oui, c'est ça. Oui, bah, lui, ça fait 20 ans qu'il est sur le marché dans la région. Oui. Donc, marchand de biens aussi. Ouais. Et Alors, le marchand de biens, on l'explique. Hein. Le marchand de biens, c'est quoi un marchand de biens, Alex? C'est quelqu'un qui fait une acquisition à but d'être revendu assez rapidement. Le laps de temps officiel, c'est moins de 5 ans. Maintenant, c'est vrai qu'en général, on fait des flippings. Est-ce qu'on peut s'improviser marchand de biens et faire une plus-value, je dirais, miraculeuse? On peut s'improviser dans tout à partir du moment où on y va et on y croit. L'achat-revente. Faut s'assurer que les travaux soient faits de bon goût pour qu'après, la plus-value, elle soit. Il n'y a pas toujours des travaux dans l'achat-revente. Hein. Le côté marchand. Ou alors tu achètes vraiment, comme. Le côté marchand, il faut quand même faire très attention. Est-ce que c'est donné à tout le monde? Non, c'est pas donné à tout le monde. C'est ce que j'allais dire. C'est très important. Alors allons-y. Acheter pour revendre, ça s'improvise pas. C'est un métier. C'est marchand de biens. Hein. Alors exactement Bruno. Pour moi, marchand de biens, ça ne s'improvise pas. Tout le monde ne peut pas le faire. En fait, tout coûte plus cher. C'est-à-dire vous allez faire un crédit, déjà il faut un gros apport. En général, pas tout le temps, mais en général il faut un gros apport. Donc déjà, il faut déjà l'avoir. Ensuite, au niveau des travaux, il faut savoir gérer les travaux. Un crédit de marchand de biens, ça coûte beaucoup plus cher qu'un crédit en tant que particulier. Ça n'a rien à voir. Pour vous donner une idée, j'ai fait un crédit de marchand de biens c'était assez élevé parce que c'est gros, c'est un gros projet. 800 000 € que j'ai emprunté à la banque, ça me coûte 55 000 € par an sans rembourser le crédit. Juste, je donne ça à la banque parce qu'ils me l'ont prêté. En termes d'intérêt. Voilà. D'accord. Donc ça, il faut le savoir. C'est quand même. Mais c'est une activité. Est-ce que je peux faire ça de manière épisodique, une fois de temps en temps, sans en faire une activité professionnelle? Si on revend sa résidence principale, on a vécu 2 ans dedans, on la vend, on ne va pas payer d'impôts jusqu'à aujourd'hui, on ne paye pas d'impôts et on n'a pas pris trop de risques puisqu'à la base c'était notre résidence principale. Ça c'est OK. Oui. Maintenant d'acheter un bien et de se dire ou alors aller sur un tout petit projet, mais attention, compliqué. Moi je conseille déjà de faire un peu de locatif avant de commencer. C'est pas donné à tout le monde de faire des travaux de bon goût qui vont plaire. Faut savoir que le crédit de marchand de biens, il faut le rembourser. On est là pour donner les conseils, Alexandre. Qu'est-ce qu'on peut dire? Moi j'aurais tendance à dire que effectivement on achète sa résidence principale, même dans le but de la revendre, d'y rester 2 ans, d'en profiter et de faire une belle plus-value. Ça peut marcher si on fait un bon investissement. Mais c'est même un très bon investissement. Après c'est plus un tempérament vie familiale à avoir, mais typiquement, quelqu'un qui veut changer régulièrement de résidence principale, retaper tout parce qu'il a de l'or dans les mains, ça c'est une super stratégie à mettre en place. Après, il faut faire attention, il faut le faire avec des périodes bien données. Par contre, pour revenir sur le côté marchand de biens, c'est un vrai métier. C'est un métier à part entière. Là où il faut aussi connaître, Alison parlait des intérêts bancaires. Pour donner un chiffre concret, des intérêts bancaires, c'est entre 15 et 16% pour un marchand de biens. Après, il y a d'autres façons de lever de l'argent. Et un marchand de biens, pour lui, une fois qu'il est professionnel, l'argent n'est jamais un problème. Oui, c'est toujours le projet qui On aura Eric Weiss en deuxième partie
partie, qui est président de la Fédération des marchands de biens, qui nous donnera quelques éclairages sur ce sujet supplémentaire. Pour terminer cette partie, j'aimerais que on regarde un petit peu avec Manon qui a été constaté un problème, je dirais, parce que là on est dans les pièges à éviter, un problème qu'a eu une investisseuse ou un investisseur. Ouais, qui a été confronté à quelque chose qui peut très très vite arriver. Mais là, on voit les images. C'est quoi cette histoire-là? Donc ça, c'est un logement bien placé. Donc emplacement était nickel. Par contre, le dossier locataire a été très mal, malheureusement, travaillé. Dans le sens, enfin très mal. Plutôt, il y a un piège qu'il faut quand même éviter. Non mais c'est quoi ça, ces images-là là, C'est un appartement qui a été dégradé par un couple avec 2 enfants. Donc c'était un T3, tout à fait, que l'investisseur a retrouvé comme ça au départ. Donc en fait, ce qui se passe... Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que quand on investit dans un appartement et qu'on le loue... Faire une prise de référence, c'est essentiel. C'est comme quand vous démarrez un nouveau job, on fait une prise de référence. Là, vous faites une prise de référence avec l'ancien bailleur pour déjà savoir si vous êtes sur des locataires solvables, qui payent bien, qui voilà. Et surtout qui sont hygiéniques. Parce que là, c'est une déchetterie, le truc. Et donc là, le problème, c'est que les loyers impayés ont commencé à arriver. Ah oui, en plus, les loyers impayés. Voilà. Dégradation s'en est suivie. On n'a pas trop le temps dans cette partie-là. On verra en troisième partie un petit peu. On va compléter un petit peu les pièges à éviter parce qu'effectivement, dans l'investissement, pour sécuriser son investissement, on a besoin, en quelque sorte, d'avoir un bon locataire. Si on n'a pas le bon locataire, en fait, on perd son argent, globalement. C'est essentiel. Il faut faire très attention parce que moi, par exemple, j'ai un bien dont je m'occupe à la revente. C'est une succession. Il y a un gîte et un mobil-home sur le terrain, 8500 m² de terrain avec des locataires. Des locataires qui étaient... avec des baux qui ont été très mal faits. Et en fait, là, ils ne veulent plus partir. Voilà, ça fait plus de 6 mois. Ça fait plus de 6 mois. On transforme le locataire en squatter, pour être clair. C'est ça. Et ils veulent vraiment plus partir et c'est très compliqué. Après, il faut rassurer aussi les gens. Il y a des assurances qui existent. Il faut les prendre. Il ne faut pas jouer avec ça. Parce qu'effectivement, si on ne prend pas de garantie sur un locataire, ça peut être très compliqué. Et aussi, entre la transition entre 2 locataires, ce qu'on peut faire aussi, c'est on peut mettre une caméra portative, c'est-à-dire une caméra pour éviter, par exemple, que le logement se fasse squatter entre 2. Parce qu'il faut le savoir, en France, on a 48 heures pour agir avec les forces de l'ordre. Bien sûr. Mais c'est des petits tips à avoir, mais avoir une petite caméra portative que tu mets qui fonctionne avec le Wi-Fi, ça marche très bien. Et justement, pour terminer cette partie, un petit récap, on se retrouve en troisième partie avec d'autres infos, d'autres conseils et d'autres tuyaux pour bien investir en 2025. Voici quelques conseils majeurs à analyser avant d'investir. Analyser le marché local, la demande locative, les prix au mètre carré et les projets d'urbanisme de la ville. Étudier la rentabilité locative. Généralement, un bon rendement locatif brut se situe au-dessus des 4%. Investir dans des villes dynamiques économiquement parlant pour garantir l'attrait de votre investissement. Et bien sûr, se renseigner sur les projets d'infrastructures urbains comme les rénovations ou les transports en commun par exemple.